Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacques Sapir. Bonjour monsieur. Bonjour. Jacques Sapir, vous êtes économiste, bien directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Nous avions parlé de la Russie il y a quelques mois, de son économie de guerre. Nous allons aujourd'hui faire le point sur l'économie russe et justement le système de sanctions qui a été pris contre la Russie. Il a été commencé après 2014 avec l'épisode de la Crimée. Il a été poursuivi en février dernier, il y a un an, avec l'invasion des troupes russes sur le territoire ukrainien. Ce système de sanctions, il est aujourd'hui le plus complet appliqué contre un pays dans l'histoire du système, dans l'histoire des systèmes de sanctions. Comment vous expliquez, on ne va pas parler d'acharnement, mais comment vous expliquez la complétude aujourd'hui de ce système ? Alors, il y a plusieurs raisons qui interviennent. Vous avez raison de dire que c'est le plus complet hors situation de guerre. Hors situation de guerre, bien entendu. Mais disons, aujourd'hui, les pays qui ont proclamé ces sanctions ne sont pas techniquement en guerre contre la Russie. Alors, c'est un système qui est le produit, tout d'abord, d'une volonté, on peut dire, de mettre fin à l'intervention russe. Et quand ils ont vu que les premières mesures ne réussissaient pas, ils en ont rajouté d'autres, puis rajouté d'autres, puis rajouté d'autres. Bon, et ça n'a toujours pas réussi, par ailleurs. Il y a aussi une dimension très idéologique, qui est dite, par exemple, faire mal à la Russie. Alors, n'a jamais été bien défini. Qu'est-ce que ça voulait dire que faire mal ? Il y a aussi, enfin, une dimension qui s'enracine dans une réflexion un petit peu sommaire sur ce qu'était l'économie russe, en disant, l'économie, c'est le talon d'Achille de la Russie. Si on tape très fort là-dessus, elle va s'effondrer. Elle ne s'est pas effondrée. Alors, vous disiez que c'était en effet le système de sanctions le plus complet hors temps de guerre. Il y a quelques mois, on avait quand même entendu Emmanuel Macron, je crois que c'était en septembre, nous dire « Nous sommes en guerre contre la Russie », avait-il dit. C'est un état de fait. Quelques mois plus tard, il avait dit « Nous ne sommes pas en guerre ». Je crois que c'était sur France 2, en face de la journaliste Madame Roux. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? On est en guerre contre la Russie ou pas ? C'est quoi ? C'est la co-belligérance aujourd'hui avec ces livraisons d'armes ? Non. Nous ne sommes pas, c'est vrai, techniquement en guerre contre la Russie. Nous aidons de manière extrêmement importante le gouvernement ukrainien. Ça, c'est tout aussi vrai. Après, la question de la co-belligérance pourrait se poser si des troupes de l'OTAN intervenaient sur le territoire ukrainien. Mais est-ce le cas ? Alors, formellement, sous couvert de... Non, voilà, formellement, non. Formellement, non, il n'y a pas de militaires OTAN sur le terrain. Même si, et c'est extrêmement important, le gouvernement ukrainien, les militaires ukrainiens utilisent en permanence les systèmes de renseignement et de ciblage de l'OTAN. Donc, nous avons bien des militaires de l'OTAN qui collaborent avec eux, mais ces militaires de l'OTAN, en particulier des Américains, sont situés en Allemagne et ils ne sont pas sur le territoire de l'Ukraine. Bon. Après, il y a, c'est vrai, une très grande hypocrisie parce que on demande à un certain nombre d'officiers, alors on sait que les Polonais l'ont fait, il y a un militaire autrichien qui d'ailleurs a craché le morceau, qui a dit, qu'est-ce qui se passe ? Les militaires démissionnent formellement des armées, c'est des militaires de carrière, donc ils signent un papier comme quoi ils démissionnent. Ils signent probablement un papier dans lequel l'État s'engage à les reprendre au bout d'un certain temps quand ils vont revenir, ça c'est autre chose. Ils vont en Ukraine pour former comme personnes privées, et là, ils sont considérés techniquement comme des contractants militaires civils, civils, mais pas... Donc, mais pour former les soldats ukrainiens au maniement des armes qu'on leur apporte. Oui. La France va peut-être faire de même avec les livraisons de chars Leclerc si elles ont lieu effectivement. Attention, la formation se fait très souvent au sein des pays de l'OTAN. Les militaires ukrainiens viennent en France, par exemple, quand il a fallu qu'ils apprennent à se servir des canons César. Ils sont venus en France. Ils sont venus en France et ils ont été formés en France. Bon.
Donc on est dans une situation où, formellement, je le dis encore, les lignes rouges n'ont pas été franchies. Donc effectivement, on ne peut pas considérer que la France est un pays co-belligérant, mais on ne peut pas considérer non plus qu'elle n'est pas co-belligérante. Et c'est ça, en fait, toute l'ambiguïté, avec le fait que certains pays sont plus engagés que d'autres. Le cas évident, c'est celui de la Pologne, où maintenant on estime qu'il y a quelque chose comme 20 000 militaires polonais qui ont donc démissionné de l'armée polonaise et qui se battent en Ukraine. Donc là, on est vraiment sur sur le fil du rasoir. Évoquons donc ce système de sanctions qui a été pris en 2022. Il a été pris dans le cadre d'une coalition comprenant plusieurs pays, l'Union européenne, ceux de l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, Canada, Australie, Japon, Corée du Sud, mais de nombreux autres pays n'y sont pas rentrés. C'est le cas de pays en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Comment vous expliquez cette nouvelle partition du monde face à ce régime de sanctions ? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que même au sein des pays qui appliquent les sanctions, tous ne les appliquent pas de la même manière. Par exemple, si on prend l'Union européenne, donc l'Union européenne a décidé maintenant 9 vagues de sanctions, elle est en train de préparer la 10e vague. Il y a des pays qui appliquent très modérément ces sanctions. Par exemple, la Roumanie, même la Bulgarie. La Bulgarie a demandé des exemptions à cause des conditions de ses fournitures en énergie. Il ne pouvait pas se passer. Bon. Donc, déjà, on voit qu'il y a des pays de l'Union européenne qui n'appliquent pas de la même manière les sanctions que d'autres. Ça, c'est un premier point. Sont-ils sanctionnés par l'Union européenne pour la non-application ? Non, parce que c'est l'Union européenne qui leur a accordé des exemptions. Ah, tout à fait. mais pas la France, elle a besoin aussi du gaz russe, mais on ne lui accorde pas d'exemption. Nous n'avons pas demandé d'exemption. La Belgique a demandé certaines exemptions qui lui ont été accordées. Par exemple, sur les produits métallurgiques en provenance de Russie. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, hors de l'Union européenne. Alors, même chose, les États-Unis, donc ils ont décrété des sanctions, mais on voit d'ailleurs que leurs sanctions ne recoupent que partiellement les sanctions de l'Union européenne. Par exemple, les États-Unis continuent d'importer massivement des engrais de Russie, ou ils importent de l'urée pour faire des engrais. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de ça pour faire tourner leur agriculture. Donc, mais il y a d'autres pays dont l'application des sanctions peut être très discutée. Le Japon. Alors le Japon applique les sanctions sur les microprocesseurs, mais maintient la participation des entreprises japonaises dans les entreprises gazières russes, et en particulier les terminaux de GNL, de Sakhalin 2, dont un certain nombre d'entreprises japonaises sont aujourd'hui actionnaires en partie. Bon, donc ça, c'est même chose pour la Corée du Sud. La Corée du Sud applique certaines sanctions, n'en applique pas d'autres. Et puis on a enfin un pays de l'OTAN, la Turquie, qui n'applique pas du tout les sanctions. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire qu'on voit que déjà au sein du bloc, je dirais, OTAN élargi, ce que les Russes appellent l'Occident collectif. Bon. Mais l'Occident n'arrive pas à faire obéir tout le monde. Tout le monde, et ne veut pas faire obéir tout le monde, parce que, sinon ça explose. Il y a des pays, oui, qui disent, nous, on ne peut pas. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, après, surtout, et là, vous avez tout à fait raison de le dire, le reste du monde n'applique pas ces sanctions. Que ce soit la Chine, l'Inde, les pays africains, les pays d'Amérique latine. Les pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, n'appliquent pas ces sanctions. Donc, on voit bien aujourd'hui que l'on a, grosso modo... C'est quoi la motivation, excusez-moi de vous couper, Jacques Sapir, la motivation de ces pays pour ne pas appliquer ces sanctions ? Alors, plusieurs. Il n'y a pas une motivation, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a l'idée d'une forme d'alliance avec la Russie, par exemple avec la Chine, avec l'Inde aussi, alors même si c'est dit de manière très discrète, mais il faut bien voir que les relations entre la Russie et l'Inde datent depuis longtemps, si vous voulez. Ce sont d'ailleurs des relations qui viennent en successeur aux relations qu'avait l'Union soviétique avec l'Inde. Après, il y a, tout simplement parce qu'on considère que ce n'est pas notre problème. Et ça, c'est la position des Africains. Bon, j'ai des diplomates africains qui m'ont dit, mais écoutez, c'est une guerre européenne, c'est une guerre de blancs. Pendant très longtemps, vous ne vous êtes pas soucié des guerres qu'il y avait sur notre continent. Pourquoi voulez-vous qu'on se soucie des guerres qui arrivent maintenant sur votre continent ? Ce qui est
parfaitement entendable. Et concernant les pays dans lesquels les États-Unis sont intervenus ces dernières années, notamment en Amérique latine, en Afrique, en Asie, est-ce qu'on peut penser que ces pays voudraient se venger quelque part de l'action militaire qu'ils auraient pu avoir chez eux? Se venger, non, mais c'est la prise de conscience qu'ils ont des intérêts qui ne correspondent pas tout simplement aux intérêts des États-Unis, de l'Union européenne. Bon. Donc, on a ça, on a des positions qui vont depuis des stratégies d'alliance plus ou moins ouvertes jusqu'à la défense des intérêts nationaux et considérant que les intérêts nationaux ne sont pas ceux de l'Europe. Alors, Jacques Sapir, entre les premières sanctions prises en 2014 et aujourd'hui, on sait que la Russie a diversifié ses sources d'approvisionnement, voire en a créé de nouvelles. Comment la Russie a créé ces nouvelles sources? Alors, elle a créé des nouvelles sources de manière assez différente. Tout d'abord, elle a regardé qu'est-ce qu'elle pouvait faire elle-même sans avoir recours à des importations. Alors, c'est vrai dans l'industrie, c'est aussi vrai, c'est extrêmement important dans le domaine de la finance. Et on voit très vite que le gouvernement et la Banque centrale ont pris des mesures qui faisaient évoluer le marché financier russe de manière de plus en plus, déconnectée des marchés occidentaux depuis 2016-2017. Alors ça, c'est un premier point. Après, il y a eu aussi le fait de réorienter, la liste des fournisseurs. Et assez rapidement, on a vu que des entreprises russes ont commencé, même chose 2015-2016, à regarder des fournisseurs autres que des fournisseurs occidentaux, à regarder par exemple la Chine, Taïwan, la Malaisie, etc. Bon, donc tout ça c'est jusqu'en 2022, jusqu'au début de la guerre. Avec le début de la guerre, il a fallu aller beaucoup plus vite pour la réorientation des flux fournisseurs. Et donc là, effectivement, il y a eu une espèce de course contre la montre pour substituer massivement des fournisseurs asiatiques, pour l'essentiel, aux fournisseurs européens, donc ça c'est vrai. Par contre, dans le domaine financier, là, les choses étaient quasiment prêtes. Et en 2-3 jours, le marché russe a été définitivement déconnecté des marchés financiers occidentaux, mais par contre reconnecté sur les marchés financiers d'Asie. Donc voilà, il y a cette dimension. Après, il y a aussi la volonté de se passer de toute une série d'importations, ce qui est en train de se faire, mais ce qui est d'abord long, parce que vous ne créez pas une industrie ex nihilo comme cela en 6 mois, 1 an. Bon, donc là, il y aura nécessairement un délai. Et puis aussi parce que, parfois, c'est compliqué et il vaut mieux, malgré tout, recourir à un certain type d'importation tout en réduisant la part des importations. Donc, on a des stratégies qui sont des stratégies hybrides qui combinent à la fois, le produisons russe, avec aussi des changements de fournisseurs et avec des changements dans la catégorie des objets fournis. Par exemple, sur l'industrie des camions, alors c'est intéressant parce que là ils ont réussi quelque chose qui a assez bien marché. Ils ont lancé la production des moteurs qu'avant ils importaient. Maintenant, pourquoi ça a été possible pour les camions ? Et ce n'est pas encore complètement possible pour les automobiles, pour une raison très simple, c'est que la production mensuelle de camions, c'est le 10e de la production mensuelle d'automobiles. Donc il y a aussi un effet quantité qui joue là. Il est plus facile de faire de la substitution aux importations quand on est sur des productions qui ne sont pas en quantité énorme, que quand on est d'emblée sur des volumes de production extrêmement élevés. Donc cette réindustrialisation que l'État français nous promet à nous autres depuis des années, la Russie a réussi à industrialiser en tout cas son économie en 7 ans, depuis 2014. Oui, alors industrialisée, elle était déjà une puissance industrielle. Non, mais elle a dû créer des structures. Oui, elle a créé des structures, elle développe des capacités de production spécifiques. Oui, c'est évident. Même chose, c'est quelque chose qui prend du temps.
Si vous voulez, c'est pas quelque chose qui fonctionne, voilà, avec un commutateur, on passe, ça marche pas, ça marche. Non, il va falloir parfois 1 ou 2 ans. On le voit par exemple sur l'industrie automobile. Hein. Pourquoi l'industrie automobile russe est actuellement, elle fonctionne à 30% ou 40% de ses capacités? Bon, bah pour une raison très simple, il faut par moment redessiner le véhicule pour que ce véhicule soit capable de recevoir des pièces qui ne sont plus faites, par exemple, en Allemagne ou en France, mais qui seront faites en Chine. On s'adapte. Donc voilà, il faut s'adapter. Alors oui, on sait le faire, ils ont les ingénieurs pour le faire, mais ça prend du temps. Quand on se souvient des déclarations du ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, qui déclarait vouloir mettre la Russie à genoux, qu'est-ce que ça révèle de nos dirigeants? Comment est-ce qu'ils ont pu à ce point sous-estimer la puissance de la Russie? Alors, premier point, effectivement, vous avez raison, ils ont complètement sous-estimé la puissance de la Russie. Mais on va dire, d'où ça vient cette sous-estimation? Alors, on connaît par exemple la Russie, ça a l'économie de l'Espagne. Non, c'est pas vrai, ça a une économie qui est plus grande que celle de l'Allemagne. Bien, ok. Mais ce qui pose un autre problème. Pourquoi n'y a-t-il pas une cellule travaillant sur la Russie, globalement, au sein du ministère de l'économie et des finances? Ça les intéresse pas. Voilà, c'est ça le véritable problème, c'est que on ne fait pas de recherche en interne, on n'a pas constitué, si vous voulez, un pôle d'intelligence économique en interne, d'intelligence économique qui travaillerait sur la taille des différentes économies avec lesquelles on était en relation avant 2022, que ce soit l'économie de la Russie, que ce soit l'économie de la Chine, l'économie de l'Inde, etc. Et on n'a plus de spécialistes. Donc ça... Oui, ça révèle un fait, c'est que en fait, la France veut vraiment tourner le dos à la Russie, quoi. Alors non, c'est plus compliqué. Je pense qu'elle veut tourner le dos à l'ensemble du monde. Et c'est ça, si vous voulez, qui me gêne beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'amateurisme revendiquée au sein des ministères où on a progressivement démantelé l'ensemble des capacités de connaissances qui existaient encore fin des années 90. Si vous voulez, moi j'ai travaillé avec le ministère de l'économie et des finances, je vais vous dire, ces capacités, elles existaient. On les a laissées mourir, on les a tellement externalisées qu'elles ont perdu, je dirais, toute relation organique avec le ministère. Et donc, le ministre, quand il fait cette déclaration, il a une vision largement fausse de ce qu'est l'économie russe. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il est persuadé que l'on va, refaire ce qui s'est passé en 98 avec la crise financière. Et là, ça prouve qu'il ne sait pas tout ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant. Donc il y a une double incompréhension ou une double méconnaissance de l'économie russe. Alors, que le ministre ne connaisse pas l'économie russe, ça peut se comprendre, hein, si vous voulez. Qu'il n'ait rien fait au sein du ministère pour résoudre le problème. Et qu'il n'y ait pas des gens dans son cabinet qui soient capables de lui sortir une note en lui disant « Monsieur le ministre, voilà la situation, voilà ce que l'on peut... » Même de lui dire « ça serait intéressant d'eux », quoi. Voilà, ou simplement de lui dire « voilà ce qu'on peut espérer des sanctions, voilà ce qu'on ne peut pas espérer des sanctions ». Ça, je le répète, c'est un manque de sérieux dans la gestion du ministère. Vous disiez alors que on avait l'habitude de comparer l'économie de la Russie à celle de l'Espagne. En réalité, il faudrait peut-être plutôt la comparer à celle de l'Allemagne. Vous dites que l'économie russe, elle est égale, voire supérieure à celle de l'Allemagne. Sur quel facteur vous vous basez pour faire cette comparaison? 2 facteurs essentiels. Si vous voulez, le premier, c'est que il faut pas calculer le PIB de la Russie en dollars. Il faut le calculer en parité de pouvoir d'achat. Parce qu'on sait très bien que le rouble était volontairement sous-évalué. Ça, c'est un premier problème. Et on voit que quand on calcule en parité de pouvoir d'achat, rien que ça fait passer le poids, si vous voulez, du PIB dans l'économie mondiale. C'est 1,7% en dollars, c'est 3,2% en parité de pouvoir d'achat. Ça, c'est un premier point. Après, la question, c'est, on est dans une logique de guerre. Dans une logique de guerre, les services pèsent beaucoup moins que le secteur productif. Le secteur productif, c'est industrie, agriculture, construction, voire transport. Bien. Eh bien, quelle est la part de ce secteur par rapport aux services dans différentes économies?
On voit que en Allemagne, la part des services, c'est 68%. En France, la part des services, c'est entre 75 et 78%, c'est encore beaucoup plus gros. En Russie, c'est seulement 62%. Et en Chine, c'est pratiquement 50%. Donc, là-dessus, il faut reprendre le niveau en parité de pouvoir d'achat, et il faut, l'indexer sur le poids du secteur productif. Et là, on voit très bien que l'industrie russe, elle est de 10% supérieure à celle de l'Allemagne et à l'avenant. Donc, en réalité, l'économie russe, c'est une espèce de grosse Allemagne. Alors, ça ne veut pas dire que la Russie ne soit pas, malgré tout, un pays plus pauvre que l'Allemagne, parce que l'Allemagne, elle fait ça avec 80 millions d'habitants. La Russie, elle obtient ce résultat avec 144 millions d'habitants. Mais quand on regarde les capacités de production générale, eh bien oui, la Russie, elle est au-dessus de l'Allemagne. Alors, on a vu que ces sanctions ont diminué, voire arrêté le commerce des matières premières. On verra après la pause les conséquences que cela a eu sur l'Occident. Jacques Sapir, continuons avec vous cet entretien passionnant sur l'économie de la Russie. Quels ont été, je l'annonçais avant la pause, les effets de la réduction, voire de l'interruption du commerce des matières premières sur l'Occident? Alors, tout le commerce n'a pas disparu. Il faut d'abord bien le savoir. Le commerce du gaz a disparu, mais essentiellement avec la destruction de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2. Donc c'est ça, en fait, la véritable raison. Par ailleurs, la Russie continue de livrer du gaz liquéfié, du GNL, à l'Europe. Par quelle voie? Par bateau. D'accord. Par bateau, tout simplement. Après, le pétrole, là, effectivement, on est en train de voir les importations s'effondrer complètement, ce qui n'est pas un problème pour la Russie, parce qu'elle a réorienté ses exportations. Mais là, c'est vrai. Mais il y a toute une série de métaux qu'on continue d'importer. Par exemple, l'industrie européenne et l'industrie américaine de l'aéronautique continuent d'importer du titane russe. Parce que, si vous voulez, la Russie est un très gros producteur des éponges en titane, et le titane, c'est un métal qui est absolument nécessaire pour la production des réacteurs, voire pour la production des cellules d'avion. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'aller chez d'autres producteurs de titane? Eh bien, parce que les Russes vendent non pas du titane brut, mais des éponges de titane. Et ils sont les seuls à le faire. Non, ils ne sont pas les seuls, mais disons, ils le font particulièrement bien. Et donc, voilà, on a décidé de ne pas toucher. Même chose, les États-Unis continuent d'importer des moteurs fusées de Russie. Alors bon, ça, c'est pas des matières premières. Là, on est clairement sur des biens manufacturés. Mais là, c'est quoi? C'est la NASA qui fait ça ou c'est Elon Musk avec C'est Elon Musk. C'est Elon Musk qui utilise. C'est le privé, quoi. Oui, qui utilise. Mais bon, voilà, s'il y avait une interdiction, elle toucherait tout le monde. Bon, il y a comme ça toute une série de matières premières. Il y a aussi des matières premières agricoles. Nous continuons d'utiliser des céréales russes. Hein. Bon, donc il y a le maintien. Bien sûr, il y a eu des réductions très fortes, mais il y a le maintien de toute une série d'importations. Alors, après, il y a des importations qui sont plus critiques que d'autres, parce qu'il y a moins de fournisseurs au niveau mondial. Par exemple, il y a le problème sur le pétrole. Bon, sur le pétrole, les Russes disent d'ailleurs qu'ils vont réduire un petit peu leur production, pas énorme. Hein. Bon. Pourquoi ils veulent réduire? Pour faire monter les prix. Voilà. Tout bêtement, c'est pour faire monter les prix. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Et pas pour mettre des bâtons dans les roues de l'Occident? Oui. Ça le fera. Oui. Si vous voulez, ça le fera. Et par ailleurs, ça fait plaisir aux gens de l'OPEP qui disent c'est très bien, nous, on va en profiter. Bon, donc ça, c'est un premier point. Vous avez la production de gazole. Là, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que l'Union européenne importait 40 à 50% de son gazole de la Russie. Si on n'importe plus
de gazole. Et là, c'est parce que c'est nous qui disons on va mettre un embargo sur nos importations de gazole, on va se tourner vers d'autres producteurs. Alors, le problème, c'est qu'on va payer plus cher et que ces producteurs vont nous revendre du gazole russe. Alors, du gazole russe, pas en tant que tel, mais les autres producteurs, il n'y en a pas énormément. C'est essentiellement l'Inde, parce que l'Inde a un très gros système de raffinerie. Où est-ce que l'Inde achète son pétrole brut? À la Russie. Donc, le gazole, ça sera du pétrole brut raffiné par les Indiens, que nous paierons entre 15 et 20% plus cher que si nous l'achetions directement aux Russes. Alors, même chose par exemple, le GNL coûte déjà plus cher que le gaz sous forme gazeuse, entre 30 et 50%, ça dépend. Nous n'importons pratiquement plus de gaz sous forme gazeuse. Nous importons toujours du GNL, donc déjà il y a une hausse de prix liée à ça. Mais par la suite, évidemment, si à un moment donné, les Russes disent on va préférer vendre notre GNL, par exemple, au Japon, à la Corée du Sud, qui sont des gros acheteurs, voire à l'Inde, bien, où va-t-on se fournir en général? Oui, bien sûr, on peut se fournir en Angola, au Mozambique, encore que les capacités, si vous voulez, de produire du GNL, une chose c'est une capacité de produire du gaz, mais la transformation du gaz en GNL, la liquéfaction du gaz, ça coûte cher. Par ailleurs, il faudra acheter de nouveaux méthaniers. Donc, là aussi, surcoût. Mais pas simplement un problème de coût, problème de délai de livraison. L'accord qui a été signé, en particulier, dont on a beaucoup parlé, de l'Italie avec le Mozambique. Oui, c'est un accord extrêmement important, mais les premières livraisons sont prévues pour 2024. Donc, vous voyez, comment va faire l'Italie? Il faut aussi construire des terminaux sur les côtes qui soient capables de traiter tout ça. Il faut en construire 3 fois plus que ce qui existe actuellement. C'est grosso modo ça. Là. Alors, certains terminaux, des terminaux de petite capacité peuvent être assez rapidement construits. Ce sont des terminaux flottants, en réalité, mais ça ne suffira pas, il faudra en faire plus. Donc, il y a là, globalement, un problème à la fois de hausse des prix et un problème de disponibilité. Ce qui fait qu'en réalité, la crise énergétique dont on a beaucoup parlé cet hiver, elle ne va pas concerner simplement cet hiver, elle va se reposer l'hiver prochain. Et elle va se reposer dans des conditions beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce que les pays européens avaient pu reconstituer la totalité de leur stock de gaz mois de juin, début du mois de juillet, au moment, grosso modo, où Nord Stream a été détruit. Mais là, il va falloir faire 100. Et on voit bien que là, ça va poser un véritable problème de reconstitution des stocks. Et cette nouvelle stratégie énergétique qui est imposée, quelles en seront les conséquences sur la politique européenne à l'égard des restrictions d'émissions de gaz à effet de serre? Alors, là, je crois que c'est un problème différent. Si vous voulez... Il va falloir tout reprendre, non? Oui, mais là encore, on ne va pas pouvoir le reprendre dans l'année, ni dans les 2-3 ans qui viennent. Si vous voulez, tout ce qui touche à des infrastructures aussi lourdes, ça prend du temps, il faut donc anticiper. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que aujourd'hui, la substitution de gaz ou de pétrole venant d'autres sources que la Russie, le fait aussi que la nature, en particulier pour le gaz, va changer. On passe de gaz gazeux à du gaz liquéfié qu'il faut déliquéfier pour pouvoir l'utiliser en France et puis en Allemagne, etc. Ça va faire monter les prix. Globalement, le coût de l'énergie va monter d'autour de 20 à 30% dans l'Union européenne pour les années qui viennent. Et donc se pose la question, nous avons des coûts de l'énergie qui montent, la Russie continue de fournir de l'énergie à faible prix, faible prix, à des prix plus faibles, pas si faibles que ça quand on voit la nature des contrats, à la Chine, à l'Inde et à d'autres pays qui sont nos concurrents industriels. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la compétitivité
de l'industrie européenne. Et là, il y a un point intéressant. Il faut regarder comment évoluent les exportations allemandes par rapport au reste du monde. Pas en Europe, mais par rapport au reste du monde. Et on voit là que depuis 5 mois, les exportations allemandes, qui sont plus chères, si vous voulez, sont en train de s'effondrer. Normalement, ça devrait conduire à une forte baisse de l'euro, puisque les Allemands exportent en euros. Pour l'instant, on ne le voit pas encore. C'est une des questions qui se posera, je pense, dans l'année ou d'ici l'année prochaine. On peut espérer que cette guerre en Ukraine ne durera pas éternellement. On peut aussi espérer que les autorités françaises et européennes veuillent revenir à la table des négociations de la Russie. Est-ce que vous l'envisagez ou est-ce que l'Europe et la France continueront à tourner le dos éternellement au niveau énergétique à la Russie ? Alors là, il faut faire attention sur le délai dans lequel on se projette. Bon, d'abord, la guerre va se terminer, il faut l'espérer, mais quand ? Est-ce que... Oui, on parle d'un pourrissement. Voilà, est-ce que l'on aura, par exemple, un cessez-le-feu cet été, cet automne ? Est-ce que ça va durer encore 1 an ? Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas maîtrisées, que personne ne peut maîtriser. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, une fois le cessez-le-feu, parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, il est très difficile d'imaginer un changement dans les relations commerciales entre l'Union européenne et la Russie. Une fois le cessez-le-feu acté, alors là, il va se passer un véritable problème au sein de l'Union européenne. Vous avez des pays qui vont dire cessez-le-feu ou pas cessez-le-feu, il ne faut plus commercer avec la Russie, en particulier les Baltes, les Polonais, peut-être les Scandinaves, Suède, Finlande, etc. Tous les pays les plus proches de la Russie. Voilà. Et puis d'autres pays qui vont dire c'est un petit peu idiot. De toutes les manières, nous avons toujours un commerce résiduel les Allemands, qui existe. Bon. Alors là va se poser une véritable question. Mais il n'y a pas que les Allemands. Il y aura peut-être les acteurs du secteur privé de ces pays-là qui pousseront aussi leurs autorités publiques à changer de fusil d'épaule. Tout à fait. Et puis vous avez même en Europe centrale des pays qui pensent à peu près comme les Allemands. La Hongrie, l'Autriche et la Bulgarie. Et qui ont encore une industrie valable, contrairement à nous. Ou qui tout simplement, pour la Bulgarie, elle n'a plus beaucoup d'industrie, mais qui se disent, mais de toutes les manières, pour retrouver des sources d'approvisionnement en énergie que nous soyons capables de payer, ça va être très difficile. En réalité, il n'y a que l'énergie en provenance de Russie qui soit compatible avec notre système des prix. Donc voilà, on aura peut-être l'émergence de 3 blocs. Un bloc, si vous voulez, crispé dans un non absolu au commerce avec la Russie, qui ira Finlande, Suède, pays baltes, Pologne. Des pays qui disent non, il faut d'une certaine manière rouvrir le commerce avec la Russie. Ça pourrait être l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, la Bulgarie, etc. Et puis des pays qui vont se poser plus de problèmes et qui vont se dire si l'Allemagne rouvre son commerce, on ne peut pas se permettre, nous, de ne pas le rouvrir, et ça va être la France, l'Italie, voire l'Espagne. Donc, on aura des positions extrêmement diverses au sein de l'Union européenne. Revenons, Jacques Sapir, à l'économie russe proprement dite. Comment a évolué la balance commerciale russe entre les sanctions de 2022 et aujourd'hui ? Alors, sur le 2e trimestre de 2022, les prix de l'énergie sont montés, donc la valeur des exportations a fortement monté. Par contre, le volume des importations a baissé, ce qui fait que la balance commerciale a été extravagante. Si vous voulez, jamais dans son histoire, la Russie n'avait gagné autant d'argent. On a un excédent de combien ? On devrait avoir un excédent sur les 3 derniers trimestres. Cet excédent est le double de celui de l'année dernière, donc il va se situer autour de 280 milliards de dollars. Bien. Maintenant,
on n'aura plus ce type d'excédent au premier ou au deuxième trimestre de 2023, si vous voulez. Parce que... Alors, 2 raisons. 1, les importations sont revenues à peu près au même niveau que ce qu'elles étaient avant le début de la guerre. Ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, ça signe l'échec des sanctions, si vous voulez. Le fait que les importations soient en train de revenir à leur niveau de décembre 21 ou de janvier 22, c'est bien la preuve que là, les sanctions n'ont pas fonctionné. Par contre, les prix de l'énergie ont baissé. Alors, c'est pas une baisse qui va être, je dirais, très durable. Bon, pour l'instant, le prix du pétrole est autour de $86 le baril. Le prix du gaz est revenu à peu près à ce qu'il était avant le début de la guerre, hein. Ça, il faut le savoir. Mais on sait aussi qu'en début d'année, donc janvier-février, les achats de pétrole et les achats de gaz sont assez peu développés parce qu'en réalité, on fonctionne sur les stocks déjà existants. Et c'est quand on va commencer à remplir nos stocks à partir de mai-juin que là, les prix vont remonter. Et puis, il y a d'autres problèmes qui sont la possibilité que les États-Unis et l'Europe entrent, si ce n'est en récession, mais en tous les cas avec une activité économique assez stagnante. Donc ça diminuerait d'une certaine manière la pression de la demande. Inversement, le fait que la Chine soit en train de redémarrer son économie, alors on le sait, fin de la politique de Covid, de zéro Covid, bon, etc. L'économie chinoise est en train de redémarrer. Donc, ce que l'on peut penser, c'est que les prix vont rester faibles. Enfin, faibles. Ils restent quand même autour de, pour le pétrole, ils sont autour de 20% de ce qu'ils étaient avant-guerre. Hein. Mais pas pour le gaz. Le gaz est revenu à peu de choses près à son niveau d'avant-guerre. Donc, les prix vont rester à ce niveau-là jusqu'en mai, avril-mai. Après, dans une période qui sera marquée par le redémarrage de la croissance chinoise, de la croissance indienne aussi, on oublie, mais l'Inde a maintenant aussi un impact sur les marchés de l'énergie extrêmement important. Là, on devrait avoir à nouveau une remontée des prix et je pense qu'on pourrait être sur des prix de l'ordre de 90-95 $ le baril et des prix qui seraient autour de 3,5 4 pour le dollars pour le 1000 mètres cubes à partir du deuxième semestre de l'année 2023. En termes de balance commerciale, ça veut dire que l'excédent va diminuer très fortement pendant le premier et le début du deuxième trimestre. Ça, c'est baisse des prix d'un côté, montée du volume des importations de l'autre, et puis va se stabiliser quand les prix de l'énergie vont repartir à la hausse, même si le volume des importations va, lui, continuer d'évoluer positivement. Quand on regarde le taux de change du rouble et la solidité des banques russes, comment se porte le système monétaire et financier russe ? Il se porte très bien. Il se porte très bien, mais c'est pas très significatif. Alors, il se porte très bien factuellement, si vous voulez. Les profits qui sont faits par les banques sont extrêmement élevés. Le rouble, alors qui avait monté, si vous voulez, le taux de change avait fortement monté, est en train de revenir progressivement à son niveau d'avant-guerre, mais très progressivement. Il est encore supérieur. Hein. Et après, ça dépend. Par exemple, si vous regardez le taux de change rouble-yuan, il est nettement plus élevé par rapport à ce qu'il était en février 2022 que le taux de change dollar-yuan ou le taux de change dollar-rouble ou le taux de change euro-rouble qui, eux, sont en train de revenir à peu de choses près à leur niveau de 2022. Bien. Pourquoi ce n'est pas très significatif ? Tout simplement parce que, les banques russes, c'est largement anecdotique. La banque qui fait 85% des dépôts des ménages, et même chose pour les entreprises, c'est une banque d'État, c'est la Sberbank. Bon, donc il y a ça.
Deux, en ce qui concerne le marché financier, les investissements, si vous voulez, par investissement direct, ils étaient qualitativement importants, mais ils étaient en masse très faibles. Et trois, en termes de, si vous voulez, d'apport bancaire à l'investissement en général, il reste à peu de choses près le même. Donc, en fait, ce que l'on voit surtout, c'est se développer un marché monétaire et financier de Russie séparé des marchés européens, qui va vivre sa vie, si vous voulez, auquel on ne pourra pas porter atteinte parce que les Russes ont trouvé la parade au blocage de SWIFT. Ils ont créé leur propre système et ils ont connecté ce système au système chinois. Donc voilà, nous n'avons plus d'effet dessus. Et par ailleurs, les entreprises russes ou les banques russes ne sont pas désireuses, et ne peuvent pas d'ailleurs légalement, faire des opérations avec des banques occidentales. Donc, nous avons deux marchés financiers qui vont évoluer de manière distincte, séparée, et qui vont vivre leur vie. J'ai encore quelques questions à vous poser. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Jacques Sapir, si vous pouvez nous faire des questions, des réponses, s'il vous plaît, un tout petit peu plus courtes. On sait que pour 2022, l'inflation russe est à 12,5. Est-ce qu'elle fait moins mal que l'Occident à ce niveau-là ? Si vous voulez, elle fait moins mal que dans certains pays de l'Union européenne, plus mal par exemple par rapport à la France, ou même par rapport à l'Allemagne, c'est un petit peu plus mal. Alors, c'est pas 12,5, c'est 11,9. Le chiffre consolidé par la Banque centrale, c'est 11,9. Après, la Banque centrale estime que cette inflation va redescendre à 7% en 2023, et là, ça la mettrait à peu de choses près au même niveau que les inflations dans les pays de l'Union européenne. Notons qu'il y a un pays qui a une inflation qui est plus importante que la Russie, c'est l'Inde. Que l'Inde, aujourd'hui, connaît une bouffée d'inflation importante. Vous avez écrit un article dans le magazine Politique Magazine où vous expliquez qu'en réalité, l'économie russe n'a jamais été menacée d'effondrement. Vous allez même jusqu'à dire qu'en début 2023, l'économie russe est en voie de récupération. Où en sont les chiffres de l'industrie et de l'agriculture ? Alors, le chiffre d'abord global du PIB, et je donne là le chiffre du Fonds monétaire international, c'est exactement le même d'ailleurs que les chiffres donnés par Rosstat ou par les différentes institutions russes, c'est moins 2,2% pour l'année 2022. Alors, moins 2,2%, oui, bien sûr, c'est une baisse, c'est incontestable, mais c'est une baisse qui n'a rien à voir avec ce qui était prévu, par exemple, par l'OCDE ou ce qui était prévu par la Banque mondiale, qui tablait sur des baisses de moins 10, moins 12% entre le mois de mai et le mois de juin dernier. Donc ça, c'est un premier point. Après, en 2023, normalement, le PIB devrait repasser en zone positive. De combien, ça reste à voir. Le Fonds monétaire international annonce plus 0,3, est-ce que ça sera plus 0,5, voire plus 1 ? En réalité, pour l'instant, on n'en sait rien. En ce qui concerne l'industrie n'a baissé que de 0,6%. De 0,6%, donc moins de 1%. Et elle est aujourd'hui, elle est sur une dynamique de progression assez rapide. Depuis l'année dernière même. Je me souviens en septembre, vous nous disiez qu'elle commençait à reprendre. Oui, tout à fait. Donc de ce point de vue-là, on est sur la même dynamique. L'agriculture a vu la valeur de sa production augmenter de 10%. Elle est plus 10, et la construction, alors là je donne tous les secteurs productifs, environ 4,7%. Donc on voit bien, ce qui a baissé en Russie, ce sont les services. Et dans ces services, il y a le commerce. Pourquoi ? Tout simplement parce que les consommateurs russes, ils ont été choqués par la guerre, si vous voulez, comme tout le monde. Bon. Et ils ont épargné. Et ils ont décidé de constituer une épargne de précaution. Et cela a mécaniquement, je dirais, entraîné de fortes baisses dans le commerce.
Alors, vous citiez à l'instant des chiffres du Fonds monétaire international, Jacques Sapir, le FMI, mais dans cet article que vous avez écrit pour Politique Magazine, vous citez des chiffres de l'Institut des prévisions économiques de l'Académie des sciences, donc un institut russe, l'Institut des prévisions économiques, encore russe, ou encore le ministère du développement économique. Certains pourront vous dire que ces chiffres donc russes sont mensongers. Qu'est-ce que vous leur répondriez? D'abord que le Fonds monétaire international donne exactement les mêmes chiffres. Si vous voulez, il ne dément pas. Il ne dément pas. Après, si vous voulez, tous les gens qui disent on ne peut pas faire confiance aux chiffres de Rostat, je leur dis simplement réfléchissez. Rostat publie tous les mois probablement entre 800 et 1 millier de séries statistiques. Ces séries statistiques sont très... Alors, je parle pour l'économie, en plus, on publie des séries sur la démographie. Bon. Ces séries statistiques sont liées par des relations entre elles. Hein. Le PIB, ça fait appel aux statistiques de la production industrielle, de l'agriculture, etc. etc. Dans l'industrie, vous avez les différentes branches, même chose. Donc, toutes ces séries sont liées. Donc, si vous décidez de modifier une série, de dire voilà, non, il faut cacher ça, il faut qu'on mette un taux de croissance de 2% de plus que ce qu'il est dans la réalité. Immédiatement, vous allez créer si vous voulez, des aberrations par rapport aux autres séries. Donc, les statisticiens le verraient, mais pratiquement dans la semaine. Si vous voulez, le temps qu'ils analysent un petit peu le système statistique, ils le verraient très, 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 très vite. Pour l'instant, personne n'a pris les Russes en train de faire ça. Et puis, troisième chose, ces statistiques, elles sont utilisées par tout le monde en Russie. Si vous voulez, ce n'est pas des statistiques qu'ils produisent pour les Occidentaux. Ils les produisent en priorité pour eux-mêmes. Donc ils ont besoin pour les entreprises. De sources fiables. Mais bien sûr, ils ont eux-mêmes besoin de sources fiables. Alors, ça sera ma dernière question. Jacques Sapir, ces sanctions ont provoqué une réorientation profonde de l'économie vers les marchés asiatiques. Quelles en seront les conséquences de cette nouvelle tendance pour l'économie mondiale? Alors, les conséquences, c'est effectivement, je dirais, d'accentuer l'importance de l'Asie dans l'économie mondiale. Si vous voulez, le fait que, avant 2022, la Russie commerçait essentiellement avec l'Union européenne. Très peu avec les États-Unis, en fait. Les États-Unis devaient faire entre 4 et 5% du commerce extérieur russe. Hein, donc c'était vraiment à la marge. Bon, mais c'était essentiellement avec l'Union européenne. Et là, on voit très bien que le commerce avec la Russie, même s'il n'est pas tombé à zéro, a très 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 fortement baissé. Qu'est-ce qui va se passer ? Que ce commerce est en train de se réorienter vers l'Asie. Et donc, ça veut dire que ça va renforcer le rôle de pôle moteur de l'économie, de l'ensemble de l'Asie, pas simplement de la Chine, auquel on pense beaucoup, évidemment, et c'est assez normal, mais je dis des autres pays d'Asie, l'Inde, le Vietnam, la Malaisie, tous ces pays sont en train de connaître des croissances extrêmement fortes et sont en train, je dirais, de remplacer, grosso modo, les pays occidentaux. Un chiffre dont il faut toujours se souvenir. Si on prend les États-Unis et les pays de l'Union européenne, ils représentaient environ 55% du PIB mondial en 1990. Ils en représentaient encore 48% en 2000. Ils n'en représentent plus que 32 ou 33%. Et donc, il faut que nous apprenions à vivre dans un monde où nous ne sommes plus le centre du monde. Autrement dit, il faut peut-être arrêter de se regarder le nombril et regarder ailleurs. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, Jacques Sapir. Merci à vous tous de nous avoir suivis.